Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Donc, on va explorer tous les aspects astrologiques. Il y en a beaucoup. Il y a un grand trigone d'eau entre Mars, Saturne et Jupiter. Dimanche, on a Vénus opposée à Chiron, Vénus carré Jupiter, Mercure opposé Uranus. Donc, il y a énormément, j'allais dire, d'actions planétaires. Je pense que tout le monde, de toute façon, sent que c'est une période qui peut être un petit peu complexe. Ça, on l'avait un petit peu vu en début d'année où fin 2025, si vous voulez, toutes les énergies qui ont amené le changement au printemps et cet été, hein, donc le changement de signe de Saturne, d'Uranus, de Neptune, les planètes reviennent un petit peu dans les signes où elles étaient. Hein, donc on peut avoir cette sensation un petit peu d'une stagnation, ou que tout ce qu'on avait décidé d'enclencher quelque part repasse dans le poisson, donc dans une forme de flou, dans une mélancolie d'un ailleurs, dans quelque chose qui nous aspire et on ne sait pas trop vers où se diriger. Enfin, voilà, quelque chose d'un petit peu brumeux. Hein. Donc, ce qu'on va essayer cette semaine surtout, c'est de regarder d'un point de vue, comme toujours, symbolique, archétypal et aussi mythologique. Je lisais un texte et je partagerai peut-être, même si je partage plus trop, mais je pense que je vais reprendre l'élan de partager sur Instagram, c'est cette phrase d'Origène qui dit: «N'oublie pas que le ciel, la lune et les étoiles sont en toi». Et je trouve ça magnifique. C'est comment dans cette idée aussi, qui est une des idées, des hypothèses sous-jacentes à l'astrologie, hein, qui a une sympathie entre le monde du haut et le monde du bas, donc entre le cosmos extérieur et notre microcosme, on peut aussi comprendre, j'allais dire tisser du sens, et je me disais aussi peut-être participer un petit peu à réenchanter nos quotidiens, nos existences, car on se sent relié à quelque chose de plus grand, même si parfois les énergies à l'œuvre ne sont pas toujours les meilleures. Et j'étudiais sur le concept, si vous voulez que je vous partage, sur le concept de destin et de destinée, de fate en anglais, et en astrologie ancienne, notamment en Mésopotamie ou chez les Akkadiens, je ne sais pas si on dit comme ça en français, il y avait vraiment cette idée qu'on lisait le ciel comme un livre ouvert pour anticiper les événements futurs, mais qu'il y avait certains rituels qui permettaient de contrecarrer quelque part l'impact de Saturne ou l'impact de Mars. Enfin, quelque chose qu'on oublie beaucoup, j'allais dire, dans l'astrologie qui a été popularisée, puisqu'à un moment donné, dans l'histoire de l'astrologie, hein, si vous voulez qu'un jour je vous fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire sur l'histoire un petit peu de l'astrologie, il y a eu un moment où elle est un peu tombée en désuétude. Elle a été récupérée, enfin, elle a été remise au goût du jour au 19e siècle par la théosophie, et ensuite toute l'astrologie humaniste avec Dan Rodiard. Mais dans un premier temps, enfin, après, j'allais dire, la période hellénistique, au moment du Moyen Âge, il y avait aussi une astrologie qui était très liée à la magie. Hein. Vous faisiez des rituels quelque part pour conjurer le sort, ou pour compenser quelque part l'absence d'une planète ou d'une force planétaire. Donc c'est intéressant, comme je trouve, comme idées fondamentales qui sont peut-être plus philosophiques, mais l'astrologie, surtout dans la période hellénistique, était très imprégnée des théories néoplatoniciennes sur le daimon, sur l'âme, est-ce qu'on se libère de notre destin. Et je trouve que c'est quand même des choses qu'on oublie beaucoup dans la pratique actuelle, et qui, en tout cas, si ça vous intéresse, peuvent être intéressantes. Donc, pour revenir à mon propos cette semaine, donc on a dans un premier temps un grand trigone d'eau entre Mars, Jupiter et Saturne. Donc, le premier, j'allais dire, il n'est pas exact au même moment, il est exact. Mardi, vous avez Mars en Scorpion, donc qui est en trigone à Jupiter en Cancer. Et puis, mercredi soir ou jeudi, hein, je pense que c'est jeudi pour la France, vous avez Mars en trigone à Saturne. Alors, il faut savoir que parfois, on popularise l'idée que le grand trigone, c'est magnifique, c'est une énergie facile. Il y a un livre, moi, qui m'avait énormément marqué dans mon apprentissage, c'est un livre de Richard Heidemann qui s'appelle, je crois, De l'autre côté du miroir ou Dans le miroir, quelque chose comme ça. Euh, parce je crois pas qu'il existe en français. Et il prenait des thèmes, notamment un des thèmes, je crois que c'était du médecin d'Hitler, et qui avait aussi un grand trigone, parce que il y avait aussi ça avait été un test pour les étudiants où tout le monde avait dit, mais donc du coup c'est un homme très spirituel, très connecté, et en fait le grand trigone peut aussi enfermer. Alors ça veut pas dire, hein, que tout le monde ou tous ceux qui ont un grand trigone, on est enfermé, et il y a un côté passif du coup, ou une conviction, hein. Mais là, sachant que la planète Jupiter est présente, je trouve que c'est intéressant, parce que vous avez dans Mars, Jupiter, Saturne,
Mars qui est la force, le courage, la détermination, le besoin d'aller en profondeur, comme on l'a vu dans Scorpion, qui dialogue à la fois avec le principe d'expansion jupitérien, mais qui est en Cancer. Donc c'est une expansion qui nous ramène aussi à nos émotions, au cercle amical, au cercle de la famille, au cercle de l'appartenance, qui nous demande aussi de connecter peut-être avec une sagesse qui viendrait plus des profondeurs, là où d'habitude le Jupiter du Sagittaire et dans des quêtes d'exploration très lointaines, très philosophiques, ou parfois déconnectées justement du ressenti. Et vous allez à la fois un dialogue avec Saturne, qui est alors en Poisson. Donc en Poisson, il n'est pas évident. Pourquoi? Parce que imaginez, pour le comprendre, vous avez le principe de la limite qui est dans un signe de l'indéfini. Donc ça peut, et on l'a vu les 2 dernières années, mettre beaucoup de flou, mettre beaucoup aussi de difficultés à savoir ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Bon, ça, je pense qu'on l'a vu aussi, même si on associe souvent l'intelligence artificielle à Pluton Verseau et Uranus en Gémeaux, mais la frontière, la difficulté à un moment donné de discerner si ce que vous voyez passer sur les réseaux est vrai ou pas vrai est un construit, et un construit de l'image, c'est aussi beaucoup Saturne en Poisson. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on a une semaine, après la semaine dernière, on verra aussi la semaine suivante qui est plus liée à des aspects avec Vénus, avec aussi la pleine lune en taureau, hein, donc la semaine du 6 novembre. Là, on a vraiment le courage quelque part de oser quelque chose de nouveau, hein, oser quelque chose avec Jupiter, c'est-à-dire de... Mais c'est un courage, vous voyez, qui est peut-être pas en lien avec l'extérieur. C'est pas l'action qui se voit, l'action qui est bruyante. On est sur la fin, hein. Mars, il va passer en Sagittaire aussi la semaine prochaine. Donc là, il y a vraiment quelque chose, vous savez, le courage d'aller peut-être dans nos intériorités, éclairer certaines mémoires, avec Jupiter en Cancer, mettre du sens sur certains attachements, sur certaines vulnérabilités émotionnelles. Et Saturne en Poisson, je trouve que je me disais quand je préparais la vidéo et j'écrivais ce matin, assez tôt, hein, souvent. Ici, on se lève beaucoup avec le soleil. Je me disais, il y a vraiment aussi d'écouter le silence et donc quelque part l'impression que c'est peut-être moins bruyant ou qu'on stagne, qu'on n'est pas dans les grands projets exaltés, puisqu'on a Jupiter et Saturne, donc on est aussi dans avoir ou pressentir et avoir la foi qu'on peut mettre en mouvement des choses. Saturne qui quelque part nous y oblige parce qu'on sent qu'on a envie de couper, hein, puis on est vraiment à la fin, ils sont tous à la fin d'un signe, dans les fins des degrés du Poisson, donc tout ce qui est de l'ordre des eaux usées, des stagnations, de réviser vos fondations, des attachements familiales, des attachements générationnels, des attachements collectifs. Et je me disais même à un niveau plus symbolique, il y a aussi notre lien avec Saturne en Poisson de la responsabilité, ou comment on répond de notre destin, comment on répond de... Alors, ça va dépendre pareil parce qu'il y a Jupiter présent, donc ça dépend à chacun de notre éthique ou de notre philosophie de vie, mais comment on va répondre à l'intérieur de nous et peut-être ressentir qu'il y a quelque chose qui nous pousse. Et je pense que ce qui va nous pousser ou ce qui est en gestation sera peut-être amené à être mis au monde plus en 2026. Et c'est peut-être tout le défi, c'est d'accepter que il y a ces eaux. Alors, ces eaux, ça peut être des émotions débordantes, sentir, si on est plus du côté de Saturne, une forme de mélancolie, de tristesse, de séparation, d'avoir avec Jupiter aussi l'idéal, vous savez, d'un monde différent, d'un monde plus humain, d'un monde plus empathique, d'un monde plus doux, et Mars en Scorpion qui nous confronte aussi à notre propre responsabilité dans notre action. Est-ce qu'on contribue ou pas? Est-ce que nos actes reflètent, j'allais dire, cet idéal de ce monde qu'on aimerait tous avoir autour de nous? Hmm. Mais ça peut se traduire aussi par, du coup, comment j'ai envie que mes actions, que ma volonté, surtout pour préparer l'année 2026, soit en accord, Jupiter, avec vraiment une philosophie, on pourrait dire une philosophie de vie, une vision du monde. Alors là, dans le Cancer, qui prend aussi en compte notre cercle immédiat, vous voyez, qui est aussi lié à nos attachements, aux liens, à notre sentiment d'appartenance. Et Saturne aussi qui nous oblige à grandir, à répondre, à écouter le silence
et peut-être à rentrer justement dans ce grand silence devant chacun. Chacun, on a cela, notre rapport au grand tout et au grand mystère, et voir comment il y a ce Mars en Scorpion qui peut-être nous agite encore dans une forme inflammatoire, hein, d'avoir envie de se débarrasser de certaines choses, mais je pense que c'est vraiment pour renaître à une action inspirée, une action qui à la fois, une action aussi qui sent que c'est encore utile d'agir, hein, malgré l'apparente stagnation, malgré aussi cette sensibilité, cette perméabilité au monde qui nous entoure et où on se dit, mais est-ce que vraiment euh, j'ai envie de participer à ça? Et là, je trouve qu'il y a une semaine un petit peu pour inverser les choses. On le verra aussi parce qu'il y a Mercure qui peut nous aider à voir différemment. Et donc là où on se sentait stagné, où on se sentait bloqué, peut-être retrouver ce sentiment non seulement de foi, Jupiter en cancer, et de voir aussi l'impact que ça peut avoir dans notre entourage proche, l'envie aussi peut-être d'agir, non pas avec des plans qui seraient déconnectés du sentiment, de l'humain, de la gentillesse, de la bonté, de la douceur, de vouloir vraiment être généreux aussi et donner et ensemencer un monde. Hein. Jupiter en cancer, c'est aussi ensemencer un monde où on pourrait dire les valeurs cancer de la grande déesse qui soutient, bon, même si elle a un côté aussi terrible, mais dans l'aspect positif, j'allais dire, qui enveloppe, qui soutient, qui prend soin, qui nourrit, qui apaise, qui permet aussi de sentir qu'on est relié à quelque chose de plus grand et que je crois que c'était Dan Rodiard qui disait ça, il disait que finalement Jupiter est un signe de bonne santé, je crois que j'ai marqué quelque part. Pourquoi? Parce que il nous permet quelque part de contrebalancer le côté tellement individualiste ou tellement analytique aussi de Mercure. Hein. C'est pour ça que vous avez toujours Jupiter opposé à Mercure, et vraiment de vivre une vie pleine et comblée. Donc là, on est un petit peu obligé de se rassembler, de rassembler aussi toutes nos parts. Et comme je vous le disais, vous avez aussi cette semaine des aspects avec Mercure. Alors, c'est intéressant parce qu'on a pareil, on a Mercure qui est dans les derniers degrés du Scorpion, qui fait mercredi un trigone à Neptune, et quelques heures après, il passe en Sagittaire. Alors, Mercure trigone, Neptune, c'est beau, et en plus, en lien avec ce grand trigone d'eau, c'est vraiment, comme je vous le dis, malgré l'ombre qu'il peut y avoir dans le poisson, pardon, dans les signes d'eau, c'est cette sensation d'être une éponge émotionnelle dans tout ce qui nous entoure. Hein. Mais dans l'eau, il y a aussi l'eau des mystiques, l'eau de la dévotion, l'eau de la compassion, l'eau de la reliance, l'eau du sentiment, l'eau de la pureté, l'eau qui nettoie, l'eau qui inspire, l'eau qui porte et qui soutient. Vous voyez, vous pouvez métaphoriser avec l'eau. Et Mercure, Trigone, Neptune, c'est vraiment reconnecté. Alors, ceux qui me connaissent plus savent ma fascination pour les anciens prophètes, les Sibylles, l'oracle de Delphes, toutes ces personnes qui étaient en reliance. Hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu plus sur l'oracle de Delphes, mais je trouve que c'était magnifique. Alors moi, j'ai eu la chance, c'était Démétra George qui m'avait transmis tout ça, avec aussi cette idée que vous pouvez placer les astéroïdes. Si vous voulez, je peux vous les mettre. Après, il faudrait peut-être que je vous explique comment. Il faudrait peut-être que je fasse plus de vidéos aussi, des fois, pour vous expliquer ça, ou sur un canal Telegram. Je suis en train de penser ça en 2026 pour que ce soit plus euh, en lien intime, hein, Jupiter en cancer, ou peut-être l'aspect cancer. Mais l'oracle de Delphes, donc les Pythie, hein, qui est aussi un astéroïde, étaient les gardiennes justement de l'oracle de Delphes, et on disait qu'elles devaient se baigner dans les eaux de Castalie, hein, donc dans des, euh, comment on appelle, vous voyez, je perds mes mots des fois avec plusieurs langues chaque jour, dans les cascades, hein, et elles se renouvelaient leur énergie avant de rendre justement leur oracle. Et il y a tout un lien aussi qui est intéressant à voir, c'est que peu à peu, ça je crois que vous pouvez retrouver, alors j'ai pas tout lu, hein, mais vous le retrouvez chez Plutarque, où il s'interroge, bah, qu'est-ce qui faisait que les Pythie finalement étaient les interprètes et les canals quelque part de certains dieux, et puis à un moment donné, les Pythie deviennent un petit peu comme si elles étaient droguées, où on comprend plus ce qu'elles disent. Et certains expliquent par la transition de l'oracle de Delphes, où avant l'oracle de Delphes appartenait à Gaïa. Vous aviez cette idée d'ailleurs que peut-être leur don leur venait de vapeurs de la terre qui remontaient. Et dans le moment des transitions de l'ère du taureau à l'ère du bélier, l'oracle de Delphes est pris par Apollon, on coupe la tête à Draconia, qui était le serpent gardien de l'oracle de Delphes,
Et là, quelque part, elles deviennent des prêtresses d'Apollon, mais leur oracle est de moins en moins euh, intelligible, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus ce qu'elle dit. Et Mercure-Neptune, c'était là ma digression, je trouve que c'est vraiment cet appel en nous à ce côté oraculaire, à comment justement on a peut-être besoin de connecter à ces eaux sans en avoir peur, hein. Bien sûr, toujours la peur liée à Neptune, c'est la peur que si on s'ouvre vraiment à un monde de l'ineffable, ou si on rentre vraiment en connexion avec le tout, on va être comme Sémélé, hein, je vous ai déjà raconté ce mythe, qui rencontre Zeus et qui est foudroyé, c'est-à-dire qu'on n'est pas préparé à rencontrer le divin, ou voilà, toutes les expériences même psychédéliques et chamaniques, quand il n'y a pas j'allais dire la Vierge qui construit, et notre corps qui est capable de rencontrer cette grandeur, bah, on est foudroyé. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment une inspiration mercredi, donc, qui inspire aussi la semaine, à être à l'écoute du mystère, à être à l'écoute de l'imaginaire, à être à l'écoute justement de notre oracle. Et ensuite, Mercure passe en Sagittaire, et là, vous êtes vraiment dans ok, j'ai écouté quelque chose, je sors aussi de Mercure en Scorpion, où on est tous un petit peu contents d'être moins dans des ruminations mentales. Et là, c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment cette inspiration peut m'inviter déjà au niveau de mes idées, au niveau de mes projets et de ma vision du monde, donc ce qui peut aider Mars, hein. N'oubliez pas que Mercure, c'est le messager des dieux, donc tout ce qu'on se raconte, tout ça fait que toutes les planètes qui vont dialoguer ensemble dans notre thème vont pouvoir se le raconter. Et là, il y a vraiment cette idée de dépasser justement les frontières du connu, dépasser ce qu'on s'était raconté pour aller chercher plus loin, pour aussi, et ça peut être la difficulté, accepter, alors non pas peut-être de recevoir la foudre de Zeus, mais Mercure va rencontrer l'opposition à Uranus en Gémeaux. Uranus dans l'ombre peut être stressant, ça peut accélérer notre système nerveux, ça peut nous faire un petit peu péter un câble, ça peut être aussi des surtout quand c'est une opposition, c'est-à-dire des messages auxquels on ne s'attendait pas, un point de vue auquel on ne s'y attendait pas, des personnes qui, surtout en Gémeaux, viennent confronter Mercure en Sagittaire, notre vision du monde. Mais si on le regarde d'un point de vue plus intérieur, Mercure en Sagittaire opposé à Uranus en Gémeaux, surtout qu'Uranus en Gémeaux est régi par Mercure, hein, donc il y a un lien, c'est vraiment oser regarder les choses complètement différemment. Comment on peut justement communiquer, transmettre, utiliser, on pourrait dire, l'intelligence d'Uranus en Gémeaux qui nous parle de toutes ces nouvelles technologies, de toute cette façon d'utiliser les réseaux sociaux, euh, et Mercure en Sagittaire qui lui a envie quelque part d'avoir une pensée, et c'est d'ailleurs pas facile pour lui, hein, Mercure en Sagittaire, il est en exil, c'est-à-dire que c'est pas le lieu où il est le plus à l'aise. Pourquoi? Parce que Mercure du Gémeaux est plus analytique, rationnel, et là quelque part on lui demande d'aligner sa façon de penser sur les grandes lois du cosmos, hein. Alors, pourquoi, hein, vous savez, le Sagittaire, c'est un petit peu le monde du philosophe, c'est le monde du principe, c'est le monde de la vérité, d'une quête, hein. Là où Mercure du Gémeaux, il va plus questionner, accumuler de l'information, chercher des vérités un petit peu à l'extérieur de lui, qui vont être manifestées par un petit peu un système de preuves et d'enchaînement, hein. Donc là, on pourrait dire, on rentre dans le besoin d'aller expérimenter la connaissance. Et Uranus peut vraiment nous inciter à oser, donc il peut aussi nous inciter à voir là où on était dans des enfermements aussi, parce que notre mental était aligné à des concepts ou à une philosophie de vie qui est caduque, où on avait des principes, hein. Je ne vais pas opposer à Uranus en Gémeaux, participer à ce monde parce que je participe à la machine capitaliste, ou des choses comme ça, qui sont d'ailleurs souvent très nobles, mais peut-être voir aussi où ça crée des enfermements, puisqu'Uranus en Gémeaux, il nous invite quand même dans une ère de la souplesse intellectuelle, sans pour autant aller dans l'extrême simplification, hein. C'est toute la difficulté. Mercure en Sagittaire, c'est pas non plus qu'il est dans la complexité, mais il est dans j'ai besoin que ma pensée soit basée sur un système philosophique, que ce soit pas juste quelque chose de léger, vous savez, sans citer nos sources, où on répond tout simplement à je l'ai entendu ou je l'ai vu, comme vous dirait ma fille, c'est pas, vous savez, les produits que vous voyez sur les réseaux sociaux et que vous les testez, voilà, il y a
des fois, il n'y a pas de... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas d'études scientifiques, on ne sait pas où sont basées toutes ces choses-là. Hein. Donc, il y a vraiment un agencement des deux, c'est-à-dire comment on peut s'ouvrir sans pour autant j'allais dire, se trahir dans notre aspiration à la vérité ou à vouloir quelque part penser, conceptualiser le monde en harmonie avec quelque chose de plus grand. C'est toujours ce que va chercher le Sagittaire. La particularité qu'on a actuellement, c'est que toutes les planètes qui traversent le Sagittaire, et c'est ce qui va arriver puisque vous allez avoir Mars, elles sont régies par un Jupiter de Cancer. Et vous avez entre le Sagittaire et le Cancer une sorte de dilemme philosophique. Pourquoi? Parce que le Cancer, c'est l'appartenance, c'est le petit, c'est le noyau, et le Sagittaire, c'est l'expansion, euh, abolir les frontières du connu, toujours aller plus loin. Donc là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a aussi quelque chose à résoudre entre le familier, l'appartenance, la sécurité et nos envies quelque part quand même de s'élancer dans le monde, pouvoir appartenir à quelque chose de plus grand. Hein, donc il y a aussi, on pourrait dire, un autre dilemme où le cancer est très à l'écoute du monde émotionnel, là où le Sagittaire, il peut être vraiment dans des vérités, de la connaissance qui des fois peuvent vous sembler un petit peu déconnectées, j'allais dire, du ressenti avec des sortes d'universalités qui sont jetées sans prendre en compte vraiment la singularité émotionnelle ou l'impact cellulaire. Donc là, il y a quelque chose aussi à réconcilier, c'est-à-dire que oui, quand on va dans l'ère du Sagittaire, on va dépasser les frontières du connu, mais avec Jupiter en Cancer, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène dans le ressenti, la sagesse aussi qui vient de l'émotion, écouter nos corps, écouter aussi notre besoin d'intériorité. Hein. Le cancer, c'est pas seulement que la famille, c'est aussi vraiment la vie psychique. Hein. S'il y a quelque chose, je trouve, qui peut relier Jupiter en cancer, c'est vraiment nos images, les images de l'intériorité. Alors, et comme le disait Jung, notre psychisme s'exprime, notre psyché s'exprime en images. Donc voilà pour un petit peu la première partie de la semaine. Bon, j'imagine que cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais aussi vous parler des aspects qu'il y a dimanche. Donc dimanche, donc on est le 2 novembre, on a une opposition entre Vénus et Chiron. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Chiron a été découvert un 1er novembre ou 31 octobre. Donc, on retrouve la dimension de Chiron de passeur entre les mondes, entre le monde visible et entre le monde invisible. Hein. Vous savez que le 1er novembre, c'est aussi un jour important parce que c'est le mi-point entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose, voilà, on est au mi-point de cette période. Et comme tous les mi-points, il y a quelque chose aussi en lien avec la lumière solaire, avec la conscience, avec les portes entre les mondes qui sont un peu plus floutées. Et donc, on peut aussi avoir accès à des messages, à une intériorité. Donc, on a Vénus qui est dans le signe de la Balance, qui va être opposée à Chiron en Bélier. Et forcément, comme on l'a vu dans les dernières vidéos, comme il y a un aspect entre Chiron et Jupiter, je vous invite à regarder la vidéo sur Chiron, donc les deux formes un petit peu de la sagesse. On a aussi, quelques heures après, Vénus en carré à Jupiter. Alors, c'est intéressant parce que il y a quelque chose dans les aspects Vénus-Chiron. Vous lisez le livre de Mélanie Reinhardt, et ça m'est toujours resté, même si je crois que j'ai lu il y a des années, c'est que les personnes qui ont Vénus-Chiron dans leur thème de naissance ont souvent un rapport à la beauté très singulier. Ils sont capables de voir le beau là où d'autres ne le voient pas. Il y a une esthétisation de la fissure. Je ne sais pas si je vous ai déjà partagé les... Moi, j'habite à Antigua, au Guatemala, et vous savez, c'est l'esthétisme de toutes ces... d'ailleurs, c'est assez réglementé parce que c'est patrimoine de l'humanité, mais sur les murs, vous avez plusieurs couches de peinture qui ont été mises et remises. Et souvent, il y a des craquelures et des fissures. Et si vraiment vous prenez des photos de ces murs, ça dessine des tableaux qui sont venus de toutes ces couches et de toutes ces craquelures. Donc, je trouve qu'il y a un esthétisme, on pourrait dire, de Vénus-Chiron. Hein. Mais souvent, Vénus-Chiron, ça peut être aussi la blessure qui va s'exprimer dans nos relations affectives. Alors encore plus dans cet aspect-là, plus au niveau actuel, c'est que Vénus en balance, elle est vraiment la gardienne du lien. Elle a ce sens idéal, ce sens de la beauté, de la relation, de l'harmonie. Et Chiron en bélier,
Alors, on a vu que Chiron en Bélier, c'est aussi beaucoup la blessure de nos identités, nos fragilités, ce sentiment de jamais être suffisant, de jamais être complet. Donc, vous pourriez totalement le lire sur un degré du symbole. Quelque part, qui je suis n'est jamais suffisant, n'est jamais complet et toujours fêlé pour pouvoir maintenir et créer une relation qui reflète l'harmonie ou mon idéal, ou au contraire, on pourrait avoir la sensation que la relation vient toujours nous blesser par son égoïsme, par la personnalité de chacun, par l'identification aux blessures, vient toujours blesser Vénus. Donc là, on a quelque chose, ce qui est un carré à Jupiter, juste après, qui nous ouvre en Cancer à mettre du sens. Alors, l'ombre, peut-être, je vais commencer par l'ombre de cet aspect. Ça peut être du coup se sentir blessé, et non seulement on est blessé, mais Vénus carré Jupiter, même si c'est un carré pour les anciens, c'est quand même les deux bénéfiques qui sont en aspect. Jupiter, il peut quand même toujours exacerber la blessure d'amour-propre de Vénus, et surtout qu'il est en Cancer, donc vraiment, vous savez, le côté exacerbé aussi, pardon le geste, vous savez, de bouder et de faire le crabe, et du coup, je me sens blessée, donc je te blesse. Donc là, on rentre dans le schéma classique, et je pense qu'on le sait tous très bien, donc c'est peut-être pas le propos ici. On peut regarder aussi beaucoup pour cet aspect, toujours le mythe de Psyché Eros, hein, donc Psyché et qui subit la rivalité d'ailleurs d'Aphrodite. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent, les aspects de Chiron-Vénus dans un thème de naissance, mais aussi peut-être en transit, c'est on va rencontrer l'ombre du principe d'Aphrodite. Et Aphrodite, dans la mythologie, elle est jalouse, elle est envieuse, elle se compare et elle veut la beauté de l'autre et elle ne supporte pas aussi qu'on soit plus belle qu'elle. Hein. Voilà. Donc il y a un gros quelque chose en lien avec la vanité, la comparaison et surtout la triangulation. Et comme Psyché est une mortelle, mais elle est très très belle, hein, je vous la fais courte, mais en tout cas, Aphrodite, quelque part, veut la sacrifier, et finalement, le sacrifice n'a pas lieu, puisque Eros, qui est le fils d'Aphrodite, dans cette version du mythe, va récupérer Psyché, il va la mettre dans un château, avec la condition de la prendre pour épouse, mais qu'elle ne peut pas le voir. Et donc, dans un premier temps, tout se passe bien, jusqu'à ce que les sœurs de Psyché arrivent, hein, ça vous rappelle sans doute des choses, et lui disent, ça rappelle Mélusine, hein, c'est un peu ce qui est arrivé au duc avec Mélusine. On lui dit, mais c'est quand même pas possible que tu ne vois pas ton époux, en plus je crois qu'elle est enceinte, ça se trouve tu es mariée à un monstre. Et donc le soir, elle allume une lampe d'huile, et elle voit qu'elle est en fait mariée au dieu de l'amour. Seulement, l'enchantement s'en va puisqu'elle a trahi aussi le pacte. Et du coup, pour récupérer quelque part l'amour d'Eros, elle va être mise à l'épreuve par Aphrodite. Et toutes ces épreuves, il y a énormément de manières de voir le symbolique, mais dans beaucoup d'épreuves de Psyché, elle est aidée aussi par le monde des animaux. Donc elle va récupérer aussi sa force instinctuelle, elle va assimiler, j'allais dire, certaines lois de la nature, et elle va aussi réclamer son individualité et son droit à l'amour. Hein. Sinon, elle était un petit peu subjuguée et prisonnière, comme des fois vous pouvez le voir, elle était intoxiquée par l'amour. Et ce que Robert Johnson a souvent dit, c'est que l'un des plus grands paradoxes de l'amour romantique est qu'il ne produit jamais de relation humaine tant qu'il reste romantique. À méditer. Mais c'est intéressant, ça veut dire, et je pense qu'il y a aussi quelque chose dans Vénus Chiron, qui même si c'est pas Vénus-Neptune, où c'est là où on nous dit qu'on va sortir de voir l'illusion amoureuse, mais là on est quand même face à quelque chose de comment l'amour peut nous intoxiquer, et comment justement pour sortir de l'amour romantique, on doit aussi sortir de cette illusion, ou je ne sais pas si c'est comme ça, mais de cette vision, en tout cas, de ce que peut supposer pour chacun d'entre nous l'amour romantique, surtout que Vénus en balance, on pourrait dire, c'est l'ode à l'amour courtois, et si vous regardez la construction de l'amour romantique, je crois que, je ne me rappelle plus comment, c'est beaucoup dans Robert Johnson, mais je ne sais plus mes sources, mais vous voyez énormément que... il y a, c'est à un moment donné, vous savez, c'est ces actes de chevalerie où la dame et le chevalier, hein, donc il y a eu tout un construit social à un moment donné. Et je crois que c'est Robert Johnson qui disait ça, que Jung disait qu'un des pièges du XXIe siècle ou XXe siècle, c'est l'amour romantique, mais que la seule manière de s'en sortir est individuelle. Pour pouvoir, hein, et ça c'est quand même la fin du mythe de Psyché et Eros, ils vivent à nouveau une histoire d'amour, mais où chacun devient sujet de l'amour. Et donc on peut aussi voir Chiron
Vénus, Jupiter, surtout que Vénus-Jupiter en carré, ça nous ouvre à une autre forme d'amour, à, à- à dépasser peut-être l'idéal de ce contrat transactionnel, pardon de le décrire ainsi, Vénus en balance, hein, où on aimerait qu'il y ait vraiment cet idéal qui soit reflété avec l'autre. Là, on veut vraiment aller dans quelque chose de plus grand, de plus large. Et donc, comment ça peut se manifester? C'est peut-être l'interrogation, surtout qu'on va avoir la pleine lune ensuite en taureau, on va ensuite avoir Vénus en carré, euh, Vénus qui passe en scorpion, Vénus en carré à Pluton, hein. Je vous fais un petit peu un avant-goût de ce qui nous attend la semaine prochaine, enfin la semaine ensuite de la semaine prochaine. Donc là, c'est Chiron en transit, il vient toujours rééquilibrer quelque chose. Donc, où est-ce qu'on a dans notre, en nous plutôt, comment on rencontre Aphrodite, c'est-à-dire comment on rencontre la beauté, la grâce, la dévotion, ou est-ce qu'on est dans un excès d'Aphrodite qui serait du côté de la comparaison, de l'envieux, de la jalousie, dans une société où c'est pas évident, hein. Je pense qu'on est tous, enfin, on serait beaucoup à être d'accord là-dessus, où on a l'impression, je trouve que des fois, il y a un excès de Vénus. On la voit de partout sur les réseaux sociaux. Il y a un Mexicain, moi, qui est très drôle, que j'aime bien suivre, il disait, voilà, vous ouvrez Instagram, il disait, quand est-ce que les gens travaillent? Vous les voyez en train de manger, en train de se mettre en photo, hein. Mais finalement, où est-ce vraiment Vénus? Vénus dans le sens de la beauté qui nous aide à transcender quelque chose, hein. Vous savez, on dit souvent que la Vénus de la Balance, c'est la Vénus céleste. Donc c'est le beau, la grâce, le bon, le bien qui nous permettrait de tendre vers le monde intelligible. Où est cette beauté? Et parfois, l'antidote de Chiron est au même endroit. Donc, il est dans rétablir Vénus, Aphrodite, d'en devenir comme Psyché, réclamer notre droit individuel à l'amour, mais en incarnant aussi la partie lumineuse de Vénus, qui justement a ses aspirations du bon, du bien, de l'intelligible, de la beauté. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'avais envie de vous parler du cours, mais à chaque fois, je trouve que sur les vidéos, ça vient un petit peu, je sais pas, je pense que je ferai une vidéo à part comme j'avais fait pour l'année dernière, hein. Le cours recommence vraiment le premier module en février sur un an, avec un petit peu, vous avez un aperçu dans les vidéos de ce que je transmets, avec à la fois des bases techniques solide, basé sur l'astrologie hellénistique et tout l'aspect archétypal, jungien, mythologique. Donc c'est assez profond l'enseignement, parce que je pense qu'on transmet depuis qui on est, avec aussi une richesse et un partage. Donc je vous mets le lien pour les entretiens individuels, tout simplement. C'est pas pour évaluer votre niveau ou toutes ces choses-là, c'est pour voir si le courant passe, si on a envie de vivre cette expérience qui dure quand même un an, hein. Le cercle d'ouverture commence en janvier, donc pour à peu près pour les dates, et le programme a été actualisé. Donc, je vous invite vraiment à regarder, à sentir l'appel en vous, à regarder si ça résonne. Il n'y a pas vraiment de niveau. Alors, c'est sûr que quand on est plus familier avec le langage astrologique, c'est plus facile, mais on reprend quand même toutes les bases, sachant que l'astrologie reste quand même un langage complexe auquel il faut dévouer de son temps pour qu'il puisse nous donner, hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez que dans les textes que vous retrouvez de Vétus Valens au IVe siècle, on disait que l'astrologie était réservée aux initiés, hein, et qu'il fallait passer certains tests. On n'en est plus comme ça, hein. C'est peut-être la beauté de notre époque où on a accès à des langages sacrés sans devoir peut-être montrer patte blanche à l'entrée des temples ou jeûner énormément. Mais voilà, donc je vous invite et puis je ferai une vidéo pour expliquer plus le contenu à part, peut-être cette semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine.